Dans la petite ville de Bauru, sous un soleil de plomb qui craquelle la terre, un jeune garçon nommé Edson court pieds nus. Sa famille est pauvre, si pauvre qu'un vrai ballon de football est un luxe inaccessible. Alors, avec ingéniosité, il enroule des chaussettes usées, les lie avec de la ficelle et crée son propre univers. Edson n'est pas encore Pelé, il est juste le fils de Dondinho, un footballeur dont la carrière a été brisée par une blessure. Dans la poussière des ruelles, il ne joue pas seulement au foot, il défie la fatalité. Chaque geste technique est une signature, chaque accélération est un cri de liberté. Il possède déjà cette élégance naturelle, cette danse avec le ballon que le monde appellera plus tard le ginga. Le 16 juillet 1950, le Brésil entier s'effondre. Le Maracanazo, la défaite contre l'Uruguay en finale de la Coupe du Monde, laisse une nation en larmes. Edson, âgé de 9 ans, voit son père pleurer pour la première fois devant la radio. C'est un choc sismique pour l'enfant. S'approchant de son héros brisé, il lui glisse ces mots qui changeront l'histoire. « Ne pleure plus, papa. Un jour, je gagnerai la Coupe du Monde pour toi. » Ce n'est pas une simple phrase d'enfant, c'est un contrat avec le destin. L'appel à l'aventure est lancé. Edson vient de se donner une mission qui dépasse sa propre vie, guérir le cœur de tout un peuple. Le nom Pelé naît d'une moquerie, d'une erreur de prononciation d'un gardien qu'il admirait. Au début, Edson déteste ce surnom. Il se bat même avec ses camarades pour qu'on l'appelle par son vrai prénom. Il doute. La pauvreté le rattrape. Il doit travailler comme cireur de chaussures pour aider sa mère, Maria Céleste, qui craint que le football ne lui apporte que des déceptions, comme à son père. Le doute s'installe. Peut-il vraiment devenir quelqu'un dans ce sport qui a brisé les genoux de son mentor ? Mais la passion est une flamme qu'on n'éteint pas. Sous les critiques et la faim, le talent de Pelé commence à briller si fort qu'il devient impossible à ignorer. Le destin prend la forme de Waldemar de Brito, un ancien international qui détecte immédiatement l'étincelle divine chez le garçon. Il convainc la mère d'Edson de le laisser partir pour le Santos FC. Waldemar ne se contente pas de l'entraîner, il le protège. Arrivé à Santos, il présente le gamin de 15 ans aux dirigeants avec une phrase prophétique. Cet enfant sera le meilleur joueur de football du monde. Sous l'aile de ce mentor, Pelé apprend la discipline du professionnalisme sans perdre l'innocence de son jeu. Il n'est plus seul, il a désormais une direction, un club et une rampe de lancement vers l'immortalité. À 15 ans, Pelé entre pour la première fois sur la pelouse du stade de Vila Belmiro. Le maillot blanc de Santos semble trop grand pour ses épaules frêles, mais dès son premier match amical, il marque. Le seuil est franchi. Il n'est plus le petit cireur de chaussures de Bauru, il est l'attaquant prodige dont tout le Brésil commence à murmurer le nom. En moins d'un an, il devient le meilleur buteur du championnat. Le monde professionnel, avec ses défenseurs rugueux et sa pression médiatique, tente de l'intimider. Mais Pelé répond par la grâce. Il transforme chaque match en un spectacle cinématographique, forçant les foules à se lever. 1958. La sélection pour la Coupe du Monde en Suède arrive. Pelé n'a que 17 ans. Il est le plus jeune, le plus inexpérimenté, et pour couronner le tout, il arrive blessé au genou. Les psychologues de l'équipe disent qu'il est trop infantile pour la pression d'un mondial. Les ennemis sont internes, le doute des médecins, la barrière de la langue et le froid scandinave. Mais Pelé a un allié de poids, Garrincha, l'ange aux jambes courbées. Ensemble, ils forment un duo qui défie la logique. Pelé doit prouver aux Européens, qui ne jurent que par la puissance physique, que la technique pure et l'intelligence de jeu sont les véritables armes du football. La phase finale commence. Pelé entre enfin en jeu. En quart de finale contre le Pays de Galles, il marque son premier but en Coupe du Monde, devenant le plus jeune buteur de l'histoire. L'approche est lancée. Le monde commence à réaliser que ce n'est pas juste un bon joueur, c'est un phénomène naturel. En demi-finale contre la France de Juste Fontaine, il signe un triplé en 23 minutes. L'arrogance européenne vole en éclats. La presse mondiale cherche des mots pour décrire ce qu'elle voit. Pelé avance vers la finale avec une sérénité déconcertante, comme s'il savait déjà que le rendez-vous avec l'histoire est inévitable. 29 juin 1958. Finale contre la Suède, le pays hôte. Sous une pluie fine, Pelé réalise l'impossible. Il marque un but légendaire. Un coup du sombrero sur un défenseur, suivi d'une reprise de volée foudroyante. Ce n'est plus du sport, c'est de l'art. Le Brésil s'impose 5-2. Au coup de sifflet final, Pelé s'effondre sur la pelouse, submergé par l'émotion. Il a tenu sa promesse. À 17 ans, il porte le Brésil sur ses épaules
et offre au pays sa première étoile. Les images de lui pleurant sur l'épaule du gardien Gilmar font le tour du globe. Le gamin de Beauroux est devenu le roi Pelé. La récompense est immense. Pelé rentre au pays en héros national. Les plus grands clubs européens, le Real Madrid en tête, offrent des fortunes pour l'arracher à Santos. Mais le gouvernement brésilien prend une décision sans précédent. Pelé est déclaré trésor national non exportable. Il appartient au peuple. Sa récompense n'est pas l'argent de l'Europe, mais l'amour inconditionnel d'un continent. Il enchaîne les titres, gagne 2 Copas Libertadores et 2 coupes intercontinentales. Il devient l'ambassadeur universel du Joga Bonito, prouvant que le football peut être une source de fierté et d'unité pour une nation en développement. Mais le voyage du héros n'est jamais linéaire. En 1962 et 1966, Pelé subit la cruauté du jeu. Les défenseurs adverses, incapables de l'arrêter, décident de le briser physiquement. Les blessures l'empêchent de participer pleinement au sacre. En 1966, après l'élimination du Brésil, Pelé est dégoûté. Il annonce qu'il ne jouera plus jamais en Coupe du Monde. Le chemin du retour semble s'arrêter dans l'amertume. Le roi se retire dans son château de Santos, blessé dans sa chair et dans son orgueil. Le monde pense que le règne est fini, que le temps a eu raison de la légende. 1970, le Mexique. Beaucoup pensent que Pelé est trop vieux, fini, mais il revient pour une dernière danse. C'est sa résurrection. Dans l'altitude de Mexico, il orchestre la plus belle équipe de l'histoire du football. Son génie est désormais celui d'un chef d'orchestre. Ses passes sont des poèmes, ses buts sont des évidences. En finale contre l'Italie, il ouvre le score d'une tête majestueuse, restant suspendu en l'air comme s'il flottait. Le Brésil gagne sa 3e Coupe du Monde. Pelé est porté en triomphe, torse nu, le sourire aux lèvres. Il a prouvé au monde que le génie n'a pas d'âge. Pelé quitte la scène internationale, en laissant derrière lui l'élixir de la perfection. 1283 buts, 3 Coupes du Monde et une aura qui dépasse le sport. Il a transformé le football en langage universel. Il termine sa carrière aux États-Unis, au Cosmos de New York, pour planter les graines du football là où il n'existait pas encore. Son héritage est éternel. Il est la preuve que l'on peut partir de rien, avec une balle en chaussette, et devenir le visage de l'humanité. Pelé s'éteint en tant qu'homme, mais il reste à jamais le roi assis sur le trône du foot héritage éternel.